La semaine dernière, on a vécu un des WrestleMania les plus controversés de l'histoire moderne de la WWE. Entre la construction qui avait déçu un bon nombre de fans, certains matchs attendus qui n'ont pas été à la hauteur et un main event de la nuit 2 très critiqué, le moins qu'on puisse dire c'est que WrestleMania 41 ne sera pas retenu comme étant le meilleur de tous les temps. Alors, est-ce que pour autant on peut dire que c'est le pire? Clairement pas, mais du coup je vous ai demandé de me donner vos avis controversés au lendemain du plus grand show de l'année, et vous avez été très nombreux à me répondre, notamment pour me parler de WrestleMania 41. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est pas forcément de tout couvrir sur WrestleMania ou sur ce qui s'est passé après, ça j'en ai beaucoup parlé sur Twitch et vous avez les replays qui sont dispo sur la chaîne secondaire, mais c'est vrai que comme la majorité des avis concernés WrestleMania 41, on peut presque considérer cet épisode comme un épisode spécial, et d'ailleurs je me suis aussi permis de sélectionner des avis qui étaient pas si impopulaires que ça, mais qui servent surtout à ouvrir la discussion, et c'est d'ailleurs le but de ce type de vidéo, et donc n'attendons plus et partons ensemble pour un nouvel épisode de vos avis controversés. Alors justement, le premier avis que j'ai sélectionné, c'est pas impossible que vous soyez nombreux à être d'accord, mais là ça va plutôt être ma vision à moi qui va être peut-être un peu impopulaire, puisqu'une personne nous dit il faut vraiment remettre les WrestleMania en une nuit. Faire 2 nuits de 4 heures pour que la moitié du temps on s'endorme devant le show, c'est plus possible. Qualité supérieure à quantité, s'il te plaît Hunter. Le truc là, c'est que dans l'idée, je suis plutôt d'accord avec cette personne, j'en ai parlé plusieurs fois, je pense que faire un très bon WrestleMania avec 7 matchs par exemple, qui est vraiment bon du début à la fin et où on ne met que les histoires qui ont leur place sur la plus grande scène du monde, bah c'est mieux que de faire un WrestleMania sur 2 nuits dans lequel on essaye un petit peu de caser tout le monde pour qu'il ait son WrestleMania moment. Et je trouve d'ailleurs au passage que ça réduit aussi un petit peu l'intérêt de se battre pour une place à WrestleMania. Je comprends le fait que tous les catcheurs rêvent d'aller à WrestleMania, et je comprends que certains soient déçus de ne jamais avoir une place sur la carte, mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que si c'est quelque chose de très simple à avoir un match à WrestleMania, bah ça a plus forcément la même saveur même pour les catcheurs, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une petite rivalité et hop, t'as un match à WrestleMania, et du coup je trouve que ça contribue aussi à retirer le côté magique et impressionnant d'un show qui n'a lieu qu'une fois par an. Mais du coup, si dans l'idée c'est effectivement pas déconnant d'avoir WrestleMania sur une seule nuit, je pense aussi que c'est quelque chose qui est tout simplement impossible à l'heure actuelle, parce que déjà le roster est tellement grand que bah forcément les cartes se remplissent extrêmement vite, mais en plus à côté de ça, et j'ai vu certains qui le mentionnaient, la WWE a tellement à gagner financièrement à faire WrestleMania sur 2 nuits que pour eux c'est pas du tout intéressant de tout ramener sur une nuit et de réduire considérablement la carte. Et ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir tous les PLE du Big Four finissent aussi par être sur 2 nuits, on le voit, c'est le cas avec par exemple SummerSlam, ça m'étonnerait pas que dans 2-3 ans Royal Rumble soit sur 2 nuits également. Donc je dis pas forcément que c'est une bonne chose, je dis juste que malheureusement c'est quelque chose pour lequel on peut rien, et je pense que la WWE va absolument pas changer de décision vis-à-vis de ça. Ensuite, avis suivant pour parler de quelque chose de totalement différent qui est simplement une retombée de WrestleMania, on a quelqu'un qui nous dit que Seth Rollins doit être celui qui prend le titre à John Cena, ou alors au moins le récupérer cette année. Il doit revenir avec un personnage à la Monday Night Messiah avec Paul Heyman, ça sera le heel parfait et il pourra retoucher à la gloire. Bon là ça va aller très vite, je suis à 100% d'accord avec cet avis. Je sais pas si la WWE va donner la victoire à Seth Rollins sur John Cena, je sais même pas s'ils vont être mêlés à un programme ensemble, mais pour moi c'est clair et net qu'en 2025 il faut absolument que Seth Rollins devienne champion, et ça m'étonnerait même pas que la WWE décide de faire de lui leur heel numéro 1 et l'une de leurs plus grandes stars. Parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus, il y a un deuxième avis sur Seth Rollins et j'aurai l'occasion de m'étaler sur son personnage et mon avis dessus à ce moment-là, mais pour moi ça fait aucun doute que c'est le mec sur qui actuellement il faut tout miser. Je sais que certains vont dire que Roman Reigns est beaucoup plus populaire, qu'il a plus d'aura, ce que vous voulez, peu importe tous les termes que vous utilisez pour dire que Roman Reigns est le roi de ce monde, mais il y a un truc qu'il faut voir, c'est que même si Roman Reigns il a eu un long règne de champion, Roman Reigns, son avenir, et il l'a déclaré lui-même je crois, ou c'est juste des infos qui sont sorties, son avenir il est pas dans le catch. Seth Rollins, c'est très clair et ça se voit depuis qu'il est arrivé à la WWE, qu'il n'est concentré que sur une chose, c'est faire sa carrière entière dans l'entreprise. Et si on doit comparer ces deux-là à des catcheurs de la génération précédente, ben Roman Reigns s'apparenterait plutôt à un John Cena ou à un Batista, c'est-à-dire un mec qui fait un bon moment à la WWE, qui a un gros prime, mais qui ensuite petit à petit s'éclipse avant de disparaître complètement. Et Seth Rollins, je le comparerais plutôt à un Randy Orton, c'est-à-dire le mec qui est là en permanence, qu'il s'agisse d'être au sommet de l'entreprise ou d'être dans le milieu de la carte. Et donc je pense que justement, avec tout ce qu'il a donné à l'entreprise dans ces dernières années, c'est maintenant qu'il faut lui donner quelque chose et qu'il faut enfin le récompenser, que ce soit en lui donnant la victoire contre John Cena ou en lui donnant tout simplement un titre avec ce clan dans lequel il y a Paul Heyman qui est juste exceptionnel et qui personnellement m'a totalement convaincu. Donc voilà, comme je l'ai dit, je suis parfaitement d'accord avec cette personne, on aura l'occasion de toute façon de reparler de Seth Rollins, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres à l'avenir. Je ferai évidemment un grand récapitulatif de sa carrière d'ici quelques temps, parce que là je pense qu'il y a encore de très belles choses à nous raconter. Et du coup, en attendant tout ça, passons à l'avis suivant avec une personne qui nous dit le fait que le Royal Rumble, SummerSlam et d'autres PLE se déroulent dans des stades, ça a détruit le prestige de WrestleMania.
Ça diminue l'impact du plus grand show de l'année et ça ne va pas s'arranger avec SummerSlam sur 2 nuits. Là, pareil, je suis parfaitement d'accord avec cette personne et c'est totalement le sujet que j'ai abordé au début. Je pense que la WWE va de plus en plus mettre des shows sur 2 nuits et aussi mettre des shows dans des stades parce que, encore une fois, mettre un show dans un stade, si t'as 60 000 au lieu de 20 000 personnes, c'est autant de tickets que tu vends en plus et autant d'argent que tu récupères en plus. Mais justement, moi je suis parfaitement d'accord avec l'avis de cette personne, je trouve que de plus en plus quand on regarde WrestleMania, il y a moins ce sentiment de trucs grandioses et de trucs hyper impressionnants qu'il y avait il y a quelques années. Et oui, on peut justifier ça par mille et une choses, comme par exemple le fait qu'on peut être blasé un petit peu de ce que la WWE nous raconte en fonction des catcheurs qu'on aime ou des histoires qui nous plaisent plus ou moins. On peut aussi justifier ça par le fait qu'à force d'avoir vu des WrestleMania, on commence peut-être à s'habituer, mais je pense que il faut pas sous-estimer l'image que renvoie WrestleMania et du coup l'image qu'il renvoie par rapport aux autres shows qu'on peut voir toute l'année. Le fait que le Royal Rumble et SummerSlam soient dans des stades et le fait que la WWE ait plus en plus tendance à faire des shows dans des très très grandes arènes comme ça, malheureusement ça diminue le prestige de WrestleMania et ça enlève ce côté spécial. Après malheureusement, un petit peu comme la question des 2 nuits, je pense pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter, financièrement on l'a dit, c'est pas du tout intéressant pour la WWE, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus si ce n'est que je suis d'accord et ça nous permet d'enchaîner avec l'avis suivant. Justement, l'avis suivant, il concerne aussi la présentation des shows avec quelqu'un qui nous dit « Les entrées avec concert live sur scène, c'est juste mythe de fou, j'ai jamais compris pourquoi les gens appréciaient tant. L'entrée doit se concentrer sur le catcheur et pas sur un groupe / chanteur. Exception Nakamura où c'était canon. » Alors là-dessus, mon avis, il va pas être hyper tranché, c'est-à-dire que je vois totalement ce que cette personne veut dire. Oui, effectivement, le fait d'avoir un groupe qui joue la musique à côté du catcheur, malheureusement, si l'entrée du catcheur en elle-même, elle est pas spéciale, ça retire un petit peu la lumière du catcheur et ça la met sur le concert qui est en train d'avoir lieu. Donc ça, je comprends un petit peu, mais en même temps ça me dérange pas tant, surtout quand il y a un vrai lien entre le chanteur ou le groupe et le catcheur. Là je pense que ça peut être quelque chose de cool, et si ça permet aux deux d'avoir un petit moment sympa devant un grand public, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais après pour moi c'est même pas ça le plus grand problème, c'est juste que je trouve que la WWE gère très mal les entrées jouées en live. Alors autant il y en a certaines qui sont très bien, je pense par exemple à celle de WrestleMania 22 avec Rey Mysterio qui débarque avec POD, j'avais trouvé ça extrêmement cool, c'était bien amené, ça prenait pas trop de place, et en plus c'était plutôt bien mixé au niveau du son, mais malheureusement il y a quand même beaucoup d'occasions pendant lesquelles le fait d'avoir le groupe qui joue en direct, ça change la qualité de la musique, et du coup ça enlève quelque chose à l'entrée, alors que justement ça devrait ajouter du prestige, ou en tout cas du style. Mais du coup en soi, pour quand même rejoindre cette personne, je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire, et je suis personnellement plus adepte des entrées spéciales, que ce soit avec une tenue particulière ou une présentation, un petit clip avant ou quoi que ce soit, plutôt que les entrées dans lesquelles il y a juste le groupe qui chante à côté. Je trouve que ça peut rajouter quelque chose, mais c'est loin d'être nécessaire, et c'est pas du tout ce que je préfère dans les entrées spéciales des catcheurs. Allez, justement, puisqu'on parle de choses spéciales, abordons un type de catcheur, et ça va être très intéressant l'avis de cette personne, puisqu'on nous dit les personnages se basant sur le rejet de la compagnie et ou des prises de décision devraient à nouveau être mis en avant, voire créer une storyline, par exemple Karrion Kross. On manque de figures hors autorité. Bon, avec ça, vous allez certainement vous dire que j'ai sélectionné que des avis avec lesquels je suis d'accord, juste pour balancer mon avis et juste être d'accord avec vous, mais en vrai, vous inquiétez pas, il y a quelques avis plus impopulaires que je vais pas partager du tout qui arrivent juste après, mais effectivement, celui-là, je le partage encore. Et je trouve que l'exemple de Karrion Kross, c'est le plus parlant parce que pendant longtemps, Karrion Kross, je trouve qu'il mettait pas assez en avant cet aspect-là de son personnage. Alors c'était peut-être moi qui faisais juste pas assez attention, mais je trouve qu'il manquait quelque chose et qu'il avait juste cet aspect simplement cryptique, mais dans lequel je rentrais pas du tout, et je pense que le fait d'avoir été dans un clan, ça l'a pas forcément aidé. Le fait que maintenant il soit en solo et qu'il joue un peu plus sur l'aspect psychologique, qu'il ait aussi l'occasion de faire ses petites promos sur Twitter, etc. pour vraiment développer son personnage, je trouve ça excellent, et je suis parfaitement d'accord avec l'idée que des personnages à part entière comme ça, qui dénotent totalement du reste du roster, c'est hyper intéressant et ça manque à la WWE. Et très honnêtement, avec ce qui s'est passé à WrestleMania et dans la suite, si on a une excellente rivalité entre AJ Styles et Karrion Kross, je pense qu'il y a vraiment moyen de le mettre en avant, et peut-être ça fera pas de lui le plus grand de la WWE, je pense pas que ni l'entreprise, ni même lui ait la possibilité de faire ça, mais je pense quand même qu'il y a moyen de le mettre en avant, et s'il peut être là pour faire des petites rivalités de transition, ou même avoir un petit règne de champion quel qu'il soit, ça peut être très très cool pour lui, et même pour nous, parce que encore une fois, les figures hors autorité qui comme ça se battent contre les décisions, et qui jouent aussi sur l'aspect réalité et fiction de la WWE, je pense que c'est hyper intéressant, et oui, il faudrait plus les mettre en avant. Allez, je vous ai dit que j'allais quand même sélectionner des avis avec lesquels j'étais pas d'accord, c'est justement le cas de celui qui arrive. Quelqu'un nous dit « Je ne comprends pas la hype autour de Io Sky ».
elle ne sait pas faire de promo, elle force toujours le public à l'acclamer, et surtout sa victoire qui empêche un Rhea vs Bianca grotesque. On se rappelle de son premier règne infâme, et là ça va recommencer. Alors ça c'est un avis que je suis allé chercher dans un ancien post des avis controversés, donc à ce moment là le match à WrestleMania avait pas lieu, mais bon déjà pour répondre à l'idée de l'incroyable Rhea Bianca, on a eu un très bon et même un excellent match en triple menace avec Io, donc pour moi ça pose pas de souci. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est dommage de s'arrêter sur l'aspect micro de Io Sky, parce que oui, c'est pas la plus grande de tous les temps, mais je trouve que déjà pour quelqu'un qui maîtrise pas totalement l'anglais, c'est pas sa langue maternelle, elle se débrouille plutôt bien et elle arrive quand même à faire passer le message de ses promos. Oui, il y aura peut-être pas autant d'intensité et d'émotion que chez quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, mais je trouve ça quand même extrêmement propre de sa part. Et puis au-delà de ça, je trouve que le rôle que la WWE lui a donné dans sa rivalité contre Belair et Rhea était juste parfait, et ça lui permettait justement de ne pas trop avoir à s'exprimer au micro, tout en ayant quand même ce rôle très intéressant qui a fait que le public a fini par la soutenir et qu'ils ont tous été contents, ou en tout cas une grande majorité, de sa victoire à WrestleMania. Donc oui, le micro, l'acting, etc. c'est quelque chose d'important dans le catch, mais non, pour autant, je pense pas que Io force les gens à l'apprécier, parce que pour moi déjà c'est pas quelque chose qui est possible, le public fait absolument ce qu'il veut, et on l'a vu à WrestleMania, Cody Rhodes et John Cena n'ont pas réussi à forcer les fans à se mettre derrière le champion, ils ont tous acclamé Cena. Donc pour moi, c'est pas possible de forcer un public à aimer quelqu'un, je pense juste que si le public applaudit Io Sky, c'est qu'il lui voit quelque chose, et effectivement, sa qualité dans le ring, elle est totalement présente, et c'est ça qui fait que le public l'aime bien. Et je pense aussi que cet aspect un petit peu underdog est sous-estimé, et le fait que la WWE n'ose pas trop lui donner des choses, notamment par rapport à son niveau au micro peut-être, ça fait aussi que le public a envie de se ranger derrière elle, et je trouve ça intéressant parce que ça évite d'avoir tout le temps le même type de personnage au sommet de la division féminine, et même si peut-être le règne d'Io Sky sera pas légendaire, personnellement je le vois prendre fin la semaine prochaine à Backlash, je trouve quand même que c'était intéressant de lui donner la ceinture, et au vu du match qu'on a eu à WrestleMania, je peux pas dire que c'était une mauvaise idée. Et justement, puisqu'on est sur WrestleMania 41, on a une personne qui nous en parle en nous disant qu'avec un très bon booking et avec tout le roster, ce WrestleMania aurait pu facilement être le plus grand de tous les temps. Et là encore, je suis pas d'accord. Oui, on a un très beau roster à la WWE, oui, les histoires potentielles qu'on imaginait il y a quelques mois étaient excellentes, mais il faut aussi comprendre que la raison pour laquelle on les a pas eues, c'est parce qu'il y a eu plusieurs empêchements, c'est pas juste une volonté de la WWE de nous proposer autre chose. Mais du coup, pour revenir sur l'idée du meilleur WrestleMania de tous les temps, pour moi non, parce que déjà, c'est hyper difficile d'avoir un meilleur WrestleMania objectif, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a certains qui considèrent que WrestleMania 41 était meilleur que le 39 et que le 40, et il y en a même certains qui considèrent peut-être que WrestleMania 40 était bien mieux que le 17, alors que c'est quand même universellement celui qui est considéré comme le meilleur. Donc déjà pour moi c'est pas possible d'avoir un meilleur WrestleMania de tous les temps objectivement, mais au-delà de ça, c'est pas possible que la WWE fasse toujours de mieux en mieux, même si le roster s'améliore, même si il y a des nouvelles histoires à raconter, il y a des changements de face, de heel, des retours, peu importe, c'est impossible d'une année sur l'autre de toujours faire mieux. Est-ce que pour autant ça veut dire que WrestleMania 41 est une catastrophe et que c'est une merde sans nom? Non, mais juste WrestleMania 40 était tellement fou, et notamment à cause de sa fin qui a encore marqué les gens aujourd'hui, et je pense qu'on en reparlera dans 10 ans, que du coup c'était hyper difficile de faire quelque chose d'aussi bien cette année, et d'encore mieux, c'était même pas la peine d'y penser, en tout cas à mes yeux. Donc non, je pense pas qu'avec le roster, WrestleMania 41 aurait pu être le plus grand de tous les temps, parce que dans ce cas-là, WrestleMania 42 aussi. Parce que forcément, qu'à WrestleMania 42, on aura des nouveaux catcheurs, peut-être des gens qui sont arrivés depuis NXT, et donc comme le roster change, en fonction de qui on est, on peut se dire ah là il y a tel mec dans le roster, donc forcément ça va être exceptionnel. Je sais pas si j'arrive à vraiment expliquer mon avis, mais du coup pour le résumer en une phrase, je pense que oui, avec le roster et les histoires potentielles, la WWE aurait pu faire un meilleur WrestleMania que ce qui a été proposé. Ça pour moi, ça ne fait aucun doute, je pense qu'il y a eu de nombreux ratés, et pas tant dans la carte, mais plutôt dans la manière de la construire. Mais pour autant, de là à dire qu'ils auraient pu faire le meilleur WrestleMania de tous les temps, je pense pas, parce que typiquement les histoires de l'année dernière étaient tellement fortes que même s'ils avaient fait un WrestleMania extrêmement solide et très cool cette année, forcément que l'avis général aurait été que WrestleMania 40 était mieux. Donc voilà, je comprends l'idée que WrestleMania doit toujours être de mieux en mieux, et même la WWE contribue à ça en disant toujours que c'est le plus grand, c'est le meilleur, etc. Mais malheureusement, dans les faits, c'est juste pas possible. Allez, avec tout ça, on arrive dans les quelques derniers avis de la vidéo. Le premier, c'est une personne qui nous dit que Seth Rollins est actuellement le meilleur au monde, il peut prétendre à être à la table des plus grands de l'histoire de cette industrie. Donc ça, voilà, c'est justement l'avis dont je vous parlais concernant Seth Rollins, où on va avoir l'occasion un petit peu de développer ce que je pense de lui. Je l'ai déjà fait un petit peu au début, je pense que Seth Rollins, tout ce qu'il a donné pour le catch, on le sous-estime, et même
moi-même, je vous l'ai dit il y a quelques temps sur Twitter et sur Twitch, j'avais oublié à quel point Seth Rollins était incroyable. Et en fait, je pense que c'est juste en fonction de la période dans laquelle il est que j'arrive plus ou moins à me rendre compte d'à quel point ce mec est incroyable, parce que typiquement, quand il a trahi le Shield, pour moi, c'était le meilleur au monde. Quand il a fait son retour quelques temps plus tard, après sa blessure au genou, pour moi, c'était vraiment le numéro 1. J'étais vraiment le plus grand fan de Seth Rollins à cette époque-là. Mais je dois être honnête, dans la suite, quand il est devenu face, qu'il y a eu cette histoire avec Brock Lesnar, etc., et qu'il y a eu son règne de champion en 2019, et même tous les trucs qu'il a fait en face, même en tant que champion du monde poids lourd, etc., bah, j'avais un peu plus de mal avec Seth Rollins. Je savais toujours qu'il était très bon dans le ring et qu'il savait parfaitement raconter des histoires très fortes, mais pour autant, j'avais un peu oublié à quel point il était à un niveau largement au-dessus de la plupart des mecs dans le roster. Et typiquement, sa période Messiah, qui malheureusement a eu lieu sans public, c'est un des plus grands moments de sa carrière, et je pense sincèrement qu'avec le travail qu'il fait actuellement, avec le heel turn qu'il a fait à WrestleMania, etc., il peut nous proposer quelque chose qui sera au moins au niveau de ce qu'il a fait en 2020, mais même certainement qui sera bien mieux. Donc oui, on a peut-être tendance à l'oublier, et c'est sûr que c'est plus facile de parler d'un Roman Reigns ou d'un Cody Rhodes qui ont main eventé WrestleMania, etc., alors que Seth Rollins, en vrai, bah c'est sûr qu'il en a fait bien moins que Roman Reigns, et d'ailleurs en soi il en a fait zéro, hein, parce qu'à part cash-in dans le main event de WrestleMania 31, à moins que je dise une dinguerie, je crois qu'il a jamais fait de vrai main event de WrestleMania. Mais malgré ça, il faut pas oublier que oui, Seth Rollins c'est réellement un des plus grands de tous les temps, en tout cas à mes yeux. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord, notamment à cause de son nombre de titres, ou du côté peut-être décevant de certains des règnes, ou encore des main events de WrestleMania dont je viens de parler, mais dans les faits, je pense qu'après cette nouvelle histoire avec le clan de Paul Heyman et compagnie, c'est certain que beaucoup vont changer d'avis et réaliser à quel point Seth Rollins est absolument exceptionnel. Et justement, puisqu'on parle de Seth Rollins et notamment de son heel turn, on va pouvoir parler de l'avis suivant qui justement traite des heels à la WWE, puisqu'une personne nous dit « Il n'y a pas et il n'y aura plus de très grands heels à la WWE. Aujourd'hui, tous les heels se font applaudir. Dites-moi un heel qui n'est pas apprécié actuellement à la WWE à part Logan Paul, il n'y en a pas. Même Dominic s'est fait acclamer et je pense que Triple H a une grande part de responsabilité. » Bon, sur cet avis-là, je suis partagé. C'est-à-dire que autant sur la première partie, je suis d'accord. Malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de construire des grands heels à la WWE. Mais par contre, je dirais pas que c'est de la faute du booking ni des catcheurs en eux-mêmes. Je pense que malheureusement, la faute vient plutôt du public. En fait, comme aujourd'hui, l'aspect scénarisé du catch est totalement assumé, ben, on va très souvent voir des catcheurs qui sont censés être méchants, faire des trucs hyper sympas hors antenne, genre prendre des photos avec des fans ou je ne sais quoi, et du coup, forcément, ça nous donne un petit peu envie d'apprécier des gens qu'on n'est pas censé apprécier. Et à côté de ça, malheureusement, bah, il y a aussi le fait que les fans aujourd'hui savent reconnaître le talent pur des catcheurs. Et donc, quand un heel est tellement bon qu'on adore le détester et que c'est trop cool de le huer et qu'il joue extrêmement bien son personnage, bah on finit par arriver dans l'extrême qui fait qu'on a envie de le soutenir. Et ça peut paraître extrêmement bizarre, hein, mais je pense par exemple à un Dominic Mysterio, le mec est tellement bon en heel et il est tellement détestable qu'à la fin, on a envie de l'apprécier et oui, on est content quand il gagne le titre à WrestleMania 41. Et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement compliqué, parce que si la faute était du côté des bookers, bah, il suffirait qu'ils se comportent autrement vis-à-vis des heels, qu'ils racontent leurs histoires différemment ou qu'ils les mettent en avant d'une différente manière, et ça réglerait totalement le problème, les heels seraient heels, les face seraient face, et on n'en parlerait plus. Sauf que là, comme le problème il vient plutôt des fans et de leurs réactions, ou même juste du côté un peu plus ouvert du catch aujourd'hui, et on le voit encore plus hein, avec le documentaire Netflix qui va vraiment ouvrir les portes sur les coulisses de la WWE, ça on a eu l'occasion d'en parler un petit peu sur Twitch, chacun aura son avis dessus, certains adorent, d'autres détestent, mais malheureusement, bah, on peut pas nier le fait que ça existe, et du coup, bah, avec ce genre de choses, les fans vont être malheureusement de plus en plus partants pour applaudir des heels et même huer des faces, comme on l'a vu avec Cody Rhodes, et je reconnais que parfois ça peut être dérangeant, et que je pense que les fans parfois devraient justement plus se forcer à se mettre dans l'ambiance et accepter entre guillemets que bah, un catcheur joue un tel rôle, donc on va respecter entre guillemets le rôle qu'il joue et avoir la réaction qui est attendue de nous à ce moment-là. Alors ça veut pas dire qu'il faut absolument acclamer des faces qui sont nuls, parce qu'il y a aussi un moment où il faut aussi se rendre compte que bah, si le catcheur est pas à la hauteur de proposer ce qu'il est censé proposer, on n'est pas censé nous diminuer nos standards juste parce que c'est ce qu'on attend de nous, mais je pense qu'un heel qui fait très bien son travail, il faut faire attention de pas tomber dans le fait de l'applaudir juste parce qu'on l'a vu être extrêmement bon ou qu'on a vu qu'il était sympa en dehors des caméras. Allez, avec tout ça, on va pouvoir arriver sur le dernier avis de cette vidéo qui est certainement le plus controversé et qui concerne le main event de WrestleMania. Une personne nous dit: ce que vient de faire John Cena est du génie. Il a clairement dit durant ses promos que son objectif était de ruiner l'industrie du catch et il l'a clairement fait hier soir en battant Cody Rhodes de la pire des manières possibles. Aujourd'hui, les fans de catch détestent la WWE. Alors ça va être un sujet extrêmement sensible parce que j'ai vu tous les débats là qui sont passés, que ce soit sur Twitter ou ailleurs autour de ce main event de WrestleMania. Les gens sont partis dans tous les sens et à mes yeux ils sont partis beaucoup trop loin juste pour le résultat ou pour la qualité d'un match de catch. Donc ça va être difficile d'en parler, mais je vais essayer d'exprimer mon avis. Alors je vais d'abord dire le positif et pourquoi je suis plutôt d'accord avec cette personne.
Oui, John Cena a dit qu'il allait ruiner le catch, oui, John Cena est heel, et oui, le fait d'avoir John Cena qui gagne son 17e titre de manière décevante, c'est parfait pour son personnage. C'est hyper logique, c'est hyper cohérent, et justement, je pense que c'est quelque chose d'original, et même si j'avoue que j'aurais bien aimé voir un John Cena face qui bat Gunther par exemple, je pense que c'est aussi une manière de répondre aux fans qui pendant longtemps ont hué John Cena, et qui aujourd'hui, comme c'est la fin de sa carrière, ont envie de l'applaudir et justement on leur donne pas ce qu'ils veulent. Si John Cena avait gagné de manière ultra impressionnante avec un finish de fou, etc., forcément les gens auraient eu envie de l'applaudir et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur WrestleMania, c'était pas du tout ça l'objectif. Donc oui, très bon travail de la part de John Cena et de la WWE pour amplifier le côté heel, et oui, ça ne fait aucun doute que quand il perdra la ceinture, j'espère en tout cas que les gens seront contents de le voir perdre parce qu'il aura été suffisamment insupportable pour qu'on en ait marre de son règne, mais par contre pour moi cette idée-là n'excuse pas tout. C'est-à-dire que je pense que c'était possible pour la WWE de garder l'idée d'un John Cena heel qui déçoit les fans sans pour autant aller dans un match qui malheureusement pour moi était pas du tout à la hauteur et qui était extrêmement décevant. Alors oui, John Cena, il a peut-être plus les capacités de sortir un gros match aujourd'hui, mais je pense que entre l'overbooking, les interventions ou même juste l'acting de John Cena, il y avait largement mieux à faire que ce qu'on a eu, et je trouve que autant la déception de la fin du match, autant le fait que John Cena en fasse le moins possible, qu'il gagne en trichant, etc., ça correspond à son personnage, autant le fait que le main event soit décevant, pour moi, c'est plus une coïncidence que réellement une volonté de la part de la WWE. C'est-à-dire qu'on peut leur donner énormément de crédit dans ce qu'ils ont fait avec le heel turn de John Cena et le fait que vraiment ils s'y tiennent, c'est-à-dire qu'il fait pas du moitié heel, moitié face, il est vraiment à 100% dans le côté méchant, mais pour autant, je pense qu'il faut pas non plus leur donner trop de crédit en disant que absolument tout ce qu'ils font était prévu à l'avance et qu'ils ont fait exprès de nous donner un main event décevant pour que les fans détestent John Cena. Donc pour résumer mon avis sur la question, ils ont parfaitement bien fait de faire gagner John Cena en trichant, mais je pense qu'ils auraient pu le faire différemment, par exemple en insistant un peu plus sur le côté désespéré de John Cena pour gagner ce 17e titre, parce qu'en réalité là jusqu'à présent la justification de John Cena pour devenir méchant c'est juste que les fans l'ont déçu en gros, et même si ok ça peut s'entendre, je pense que c'est pas la meilleure des justifications. Et par rapport à la qualité du match en général et même de la fin du match avec l'intervention de Travis Scott etc, je pense que la WWE aurait pu tourner ça de manière différente pour effectivement garder l'idée d'un John Cena qui veut décevoir tout le monde et qui veut faire plaisir à personne, notamment avec cette entrée où il y a rien en fait, il y a juste un écran noir avec son nom, tout en proposant quelque chose d'une certaine qualité qu'on aura envie d'aller revoir dans quelques années, parce que là malheureusement autant le turn de John Cena à Elimination Chamber, je pense que j'aurais envie de le revoir dans 10 ans, autant ce main event et ce 17e titre de John Cena, non, j'aurais pas envie de le revoir. Et même si, oui, on peut se dire, c'est normal que t'aies pas envie de le revoir, étant donné que c'est fait pour être décevant, je pense qu'ils auraient pu trouver un juste milieu qui, là, à mon sens, n'a pas été trouvé, et qui explique aussi tous les retours extrêmement négatifs sur WrestleMania 41. Bref, tout ça, on pourrait évidemment en parler pendant extrêmement longtemps, et je le fais toutes les semaines, le dimanche à 16h dans le coin catch sur ma chaîne Twitch, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et tant que j'y suis, si jamais il n'y a pas que le catch qui vous intéresse, et que ça vous intéresse aussi de discuter de plein d'autres choses, ou de jouer à des jeux, ou peu importe, je suis aussi en live le mercredi et le jeudi à partir de 16h, et là c'est des lives un peu différents dans lesquels on fait plein de choses, même si parfois ça arrive aussi qu'on parle de catch. Bref, je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires, que ce soit sur les opinions qui ont été données par les gens sur Twitter ou sur les miens que j'ai pu développer dans cette vidéo. Et j'en profite aussi pour préciser que cette vidéo a été enregistrée avant ma pause, donc là toute cette semaine je me suis vraiment totalement déconnecté, il n'y a pas eu de live, il n'y a pas eu de vidéo, il n'y a rien eu du tout. Donc si jamais il y a certaines choses qui se sont produites dans les Raw et les SmackDown de cette semaine et que j'en ai pas parlé, c'est normal parce que je les ai pas vues. Mais du coup, pas d'inquiétude, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo qui sera sur Backlash 2025 dont j'ai extrêmement hâte, et ensuite on reprendra le rythme habituel avec les nouvelles vidéos sur les anciens WrestleMania et toutes les histoires que je vous raconte d'habitude. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, etc. comme d'habitude, et sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.